Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en Normandie pour une émission exceptionnelle consacrée à la parade de la Seine à l'occasion de l'Armada 2013. Un rendez-vous qui se déroule tous les 5 ans à Rouen. Pour cette 6e édition, 47 voiliers et navires militaires se sont amarrés pendant 9 jours sur les quais de Rouen. Mais même les meilleurs moments ont une fin et ce rendez-vous s'achève aujourd'hui par cette parade de la Seine que nous allons vivre ensemble. Alors pour être au plus près des bateaux, nous nous sommes installés sous le pont de Tancarville et d'ici, eh bien, nous allons voir tout l'après-midi les bateaux qui descendent la Seine. Des bateaux qui sont partis de Rouen. Les premiers sont partis ce matin à 7 heures pour 120 km sur les méandres de la Seine, les fameuses boucles de la Seine, soit 6 heures de navigation avant d'atteindre l'estuaire et la Manche. Je vous propose de revenir en images sur l'adieu des Normands aux marins du monde entier. C'était ce matin sur les quais à Rouen. Très tôt, la longue transhumance a commencé. Ceux-là ont choisi les abords du pont Flaubert pour s'installer. Les drapeaux sont sortis, les appareils photo aussi, car il s'agit de ne rien rater. Au Tenacious, le premier, l'honneur d'ouvrir cette grande parade. C'est émouvant et puis c'est vraiment appréciable d'être là et de voir ces beaux bateaux passer devant nous. La sono du Mercedes crache ses décibels. En voilà un qui ne risque pas de passer inaperçu. Le Darmolziesi lui fait plutôt dans la sobriété à l'image de son équipage. Matchik et ses camarades ont le regard vague de ceux qui vont repartir. C'est un énorme événement. C'est sans doute le plus important que j'ai vu. Et maintenant, vous allez prendre la mer. Oui, C'est votre travail. oui, j'ai besoin de naviguer. Direction les Pays-Bas pour le 3-mâts polonais. Mais avant, il faut franchir le pont. Et on tremble pour lui. La grande foule à quelques centaines de mètres de là, au pied du Cuauhtémoc. C'est là où il faut être à chaque départ d'Armada. Spectacle et aficionados garantis. J'ai rencontré un marin qui s'appelle Raphaël et il m'a dit demain matin à 8h, il faut que tu sois là, donc je suis venue. Je gère une résidence d'étudiants et j'ai logé plusieurs marins et c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur. Les larmes d'Audrey et le sourire de cet équipage mexicain décidément très attachant. Adios et à la prochaine fois. Le Sagres 2 est l'un des derniers à larguer les amarres. Il flotte sur les quais comme un parfum de saudade. Cette fois, la fête est finie. Alors pour partager ce grand moment qu'est la parade de la Seine, je suis très bien entourée d'abord par mon confrère Laurent Marville. Bonjour Laurent. Bonjour Magali, bonjour à tous. Et puis bien sûr par nos 4 invités qui ont eu la gentillesse de nous retrouver ici à Tancarville. Je vais commencer par vous, Michel de Decker, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, passionné par la Normandie au sens large, on va dire. En face de vous, Pierre Marteau, comédien de théâtre, de cinéma, de télévision, notamment pour France 3 dans la série Plus belle la vie. Bonjour à vous. Bonjour. Jacques-Sylvain Klein, vous êtes vous passionné par la peinture, vous êtes auteur de très nombreux ouvrages sur l'impressionnisme en Normandie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et enfin Christian Bicker, vice-président international de l'Association des Amis des Grands Voiliers. Merci également d'être là. Merci Magali, merci Laurent. Le dernier protagoniste de cet après-midi en votre compagnie, eh bien, il est sur la Seine, puisque la Seine sera le fil conducteur de cette émission. On va tout de suite retrouver Grégory Tellu, qui est sur une vedette. Il a beaucoup de chance, il est au plus près des bateaux. Bonjour Grégory, où êtes-vous ? Oui Magali, alors je suis à proximité du pont de Tancarville, 51 mètres de haut, 1400 mètres de long et moi je peux distinguer au loin le pont de Normandie qui est le dernier pont avant l'estuaire de la Seine. J'ai forcément une vue imprenable sur le passage des bateaux et d'ailleurs devant nous on retrouve le Wildesvan qui est un voilier néerlandais de 62 mètres de long. Et il a été construit à Kiel en Allemagne en 1920. Et il a d'abord été utilisé pour la pêche au hareng. C'était un bateau à vapeur à l'époque. Et il était conçu pour rentrer rapidement au port et donc
concurrencer les autres pêcheries. Il a été récupéré en 1945 par la marine norvégienne et il est désormais la plus grande goélette à hunier et à 2 mâts au monde. Et juste une anecdote, Magali, eh bien, en 1974, eh bien, ce bateau a été transformé en barge pour le transport de sable. Un mot sur le public, il y a une foule énorme le long des berges et on voit de tout, hein. On voit des gens pique-niquer, il y a aussi des camping-caristes qui sont là depuis presque 10 jours. Autant vous dire que l'ambiance ici est extraordinaire. Une ambiance extraordinaire, on s'en doute. Christian Bicker, vous êtes un habitué des rassemblements de grands voiliers. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à vivre ce que l'on vit aujourd'hui avec ces bateaux qui passent comme ça devant nous ? Une ambiance extraordinaire parce que très internationale. Nous mettons des stagiaires sur tous les bateaux. Le Wildesvan qui passe devant nous est un des derniers bateaux qu'on a vu rejoindre la flotte car il a été transformé. Il fait régulièrement des croisières avec nous, des courses avec nous. C'est un des plus rapides. Il gagne tout en temps compensé et en temps réel. C'est très ennuyeux pour les grands 3 mâts qui en sont très vexés. Et le Wildesvan a toute une histoire qui serait trop long de raconter ici, mais qui est extrêmement sympathique. Et nous avions même quelqu'un de l'association qui était gabier à temps complet sur ce bateau. Christian, vous disiez que c'était un bateau très rapide, néanmoins ce bateau n'était pas le premier à passer sous le pont de Tancarville. Il y en a eu bien d'autres avant lui, puisque les premiers sont passés aux environs de 13h30. Laurent, vous allez nous récapituler tout ça peut-être ? Oui, puis je vais lâchement profiter de Christian aussi et de sa science des bateaux pour parler de tous ces bateaux. Alors, on va pas tous vous les citer, tous vous les montrer. On en a choisi quelques-uns qui sont passés effectivement devant nous depuis à peu près 1 heure. On va commencer par le Tenacious, donc qui est un bateau britannique. Et ça nous permet de saluer cette nation de marins. Christian, alors le Tenacious, il a quand même une grande particularité. Il est complètement équipé pour pouvoir faire naviguer des handicapés. Oui, absolument. C'est un bateau remarquable. Ils appartiennent au Jubilee Trust. Et il y a 2 bateaux. Le Lord Nelson qui, à l'heure actuelle, est en train de voguer vers l'Australie parce que nous avons une course en septembre en Australie. Et le Tenacious. Ils sont équipés pour recevoir des gens à mobilité réduite, ascenseurs c'est très un peu partout. Les rampes de communication sont avec du braille. La barre est équipée. Je vous coupe Christian, là on a vu également le Göteborg, donc il y a un vrai bateau pirate suédois. Et là on voit le Mutin, donc bateau de la Marine nationale. Alors le Mutin, c'est avec un bateau... le premier maître Masneau aux commandes et qui est le Pacha. Et si, on va retrouver bien sûr les bateaux tout à l'heure, mais si la Seine permet de transporter des bateaux, c'est une vraie colonne vertébrale pour cette région et pour cette Normandie, vous savez, divisée entre basse et haute. Elle a également inspiré de nombreux écrivains, à commencer bien sûr par Victor Hugo, c'est sans doute le plus célèbre, le plus connu. On connaît ses attaches à Villequier, près de Canteleu, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, à vol d'oiseau à peu près, avec la famille Vacry. On découvre cette maison qui est maintenant un musée, Victor Hugo, mais il n'était pas le seul. Puisque Guy de Maupassant, Hector Malot, Maurice Leblanc, oui, le papa d'Arsène Lupin, a aussi été beaucoup inspiré par la Seine. Et puis il y a bien sûr Gustave Flaubert, le Rouennais, qui s'installe à Croisset et qui décédera en 1880. Lui aussi a été très inspiré par la Seine. Rares sont les lieux qui ont autant inspiré les écrivains. Précieuse est l'identité littéraire qui s'est façonnée sur la Seine jusqu'à la Belle Époque. C'est sur ces rives que Flaubert venait y travailler, loin de la ville. C'est ici qu'il écrivait ses textes et qu'il les essayait en quelque sorte dans son jardin, dans cette allée de Tilleuls. Il l'appelait justement son gueuloir. Pourquoi son gueuloir? Il essayait de rendre fluides ses textes et c'est à voix haute qu'il pouvait pratiquer justement ici dans sa résidence secondaire. La maison familiale, elle, se situe au cœur de Rouen. Comme Maupassant, Flaubert est normand de souche, attaché à cette Seine, nostalgique même, comme il le relate dans ses écrits lorsqu'il vogue sur le Nil. La région séduit, attire, la Seine tisse le lien entre Paris et la mer. Au XIXe siècle, nombre d'auteurs viennent y quérir l'inspiration.
Ce que je trouve caractéristique, c'est qu'à la fois on a des écrivains normands nés en Normandie qui vont être sur la scène et puis qui vont n'avoir qu'un désir, c'est de monter à Paris pour réussir. À l'inverse, on a toute une série d'écrivains nationaux, parisiens, qui vont aller en villégiature en Normandie, en particulier sur les bords de Seine, et qui eux aussi vont écrire sur la Seine. Donc on a comme ça une sorte de croisement entre des écrivains normands et des écrivains parisiens. C'est alors un foisonnement intellectuel et artistique. Flaubert va disséquer vraiment la bourgeoisie de son époque. Hector Malot va utiliser des scènes de vie quotidienne qu'il connaît, donc des scènes un petit peu pittoresques de la Normandie. Et au contraire, on va avoir des auteurs comme Victor Hugo qui vont un petit peu sacraliser des différents points comme Jumièges avec ses ruines ou au contraire Rouen avec ses clochers. Hugo, c'est ici à Villequier qu'il vient passer tous ses étés en famille, chez son ami Auguste Vacry. C'est là également que se joue un drame qui bouleverse l'homme et son univers. Léopoldine, sa fille chérie de Victor Hugo, est tombée amoureuse du fils d'Auguste Vacry, Charles. Ils étaient très jeunes, ils se sont mariés très jeunes. Et terrible nouvelle, puisque quelques mois après leur mariage, ils prennent le bateau de façon tout à fait banale pour aller à Côte-Bec-en-Caux, sur la Seine. Le bateau chavire et ils vont mourir tous les deux noyés à quelques mètres de la berge. Et Victor Hugo ne s'en remettra jamais. Il va écrire de très beaux poèmes, les Contemplations, et dont ce fameux poème que tout le monde a appris à l'école, Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, qui raconte sa quête pour aller fleurir la tombe de sa fille Léopoldine, c'est-à-dire ici. Donc en quelque sorte, le village de Villequier est à jamais marqué par Léopoldine. C'est à Jumièges, quant à lui, que Maurice Leblanc passe son enfance. Dans ses ruines, dans l'histoire secrète et mystérieuse de la Normandie, le père d'Arsène Lupin crée son imaginaire qui transparaît aujourd'hui dans son œuvre. C'est l'écrivain de la Seine par excellence. Il habitait à peu près tous les lieux, le château de Tancarville, l'abbaye de Saint-Vendrille, et puis surtout ces deux grands romans normands, L'Aiguille creuse et La comtesse de Cagliostro. Il les a situés ici au bord de la Seine en Normandie, en particulier pour La comtesse de Cagliostro. Ça se termine ici, au manoir d'Agnès Sorel, et il invente toute une série de codes ésotériques, particulièrement que les abbayes normandes auraient la forme de la Grande Ourse. Et donc, en quelque sorte, Maurice Leblanc, il invente ici le polar ésotérique. En quelque sorte, le Da Vinci Code a été inventé ici, bien avant l'heure, par Maurice Leblanc, au bord de la Seine. Un fleuve, une région, terre d'inspiration. Toujours sous le pont de Tancarville, où vous le voyez, la pluie s'est invitée en Normandie. Vous me direz, quoi de plus normal? Michel de Decker, je voudrais vous entendre sur les écrivains, les auteurs normands. Ils ont été vraiment très, très inspirés par la Seine. Comment ne pas être sous le charme de ce fleuve, me direz-vous? C'est vrai d'ailleurs, on n'a pas cité Corneille, mais Corneille est un Rouennais qui possède son pont d'ailleurs. Bien sûr. À Corneille. Bon, Victor Hugo a adopté la Normandie puisqu'il est venu à 4 ou 5 reprises en voyage avec sa maîtresse, et puis il est venu seulement 4 fois à Villequier. Hein. C'est la maison Hugo grâce à Léopoldine, mais il n'est pas venu régulièrement. Hélas, la dernière fois qu'il embrassait sa fille, elle était enceinte, et puis on sait qu'elle se noie en revenant de Côte-Bec. Ce n'est pas le Mascaret, comme la légende l'a parfois raconté. C'était une embarcation qui était mal équilibrée. On avait mis un boulet pour essayer de l'équilibrer. Et puis le mari, M. Vacry, a vu son embarcation se renverser. Et il a essayé de sauver son épouse. Il est plongé 5 fois, 6 fois. Mais elle se débattait, elle s'accrochait dans les filets comme avec l'énergie du désespoir. Et il a fini par se noyer avec elle, volontairement. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le cimetière de Villequier, eh bien, le petit Vacry et la petite Léopoldine sont tous les deux dans le même cercueil. Et c'est assez unique. C'est un peu comme Quasimodo et Esmeralda. Exactement. Pierre, je voudrais vous entendre aussi sur Victor Hugo, puisque vous avez l'habitude de lire des textes de Victor Hugo, parfois à des collégiens ou à des adultes. Mais est-ce que ce sont des textes qui parlent encore à nos générations? Oui, il y a une très grande modernité encore de Victor Hugo. Je pense à un texte que je lisais et qui concerne le portrait du Jean Valjean avant qu'il commette le méfait qui le conduira au bagne, c'est-à-dire ce vol du pain. Et dans ce passage-là, qui est au début des Misérables, Victor Hugo questionne
est-ce Jean Valjean qui est responsable du vol qu'il a commis ou est-ce que c'est la société? Donc vous voyez que ce sont des questions très contemporaines. En quoi est-ce que le délinquant d'aujourd'hui est entièrement responsable de son acte ou est-ce qu'il y a aussi une responsabilité sociale autour de ces actes-là? Des problématiques très actuelles, oui. Exactement. Laurent, est-ce que Grégory est avec nous? Alors je n'ai pas de nouvelles de Grégory, il n'est pas perdu corps et bien, rassurez-vous Magali. Là c'est un petit peu la disette au niveau bateau, mais ça arrive. J'ai vu des images d'hélico et on a aussi des images de drones. On peut signaler quand même que c'est une première mondiale. Un drone en liaison HF. On n'avait jamais vu ça. Donc voilà, c'est sûr. C'est une première mondiale. Alors, le saviez-vous, figurez-vous que l'Armada, c'est un rendez-vous assez exceptionnel. Tous les 5 ans, les Normands qui donnent rendez-vous à des marins, des milliers de marins, 3000 pour cette édition, qui ont débarqué dans la ville de Rouen et des millions de visiteurs qui affluent vers la capitale de la Haute-Normandie. Et bien, parmi toute cette foule et parmi tous ces visiteurs, des histoires se nouent, des histoires d'amour, parfois éphémères, parfois éternel. C'est un rendez-vous amoureux, l'Armada. On va regarder. C'était un mois de juillet 89. Une petite révolution bruissait dans la ville, fomentée par quelques hommes épris de liberté et qui projetaient sur leur ville engourdie d'autres destinées. Rouen, alanguie sur une boucle de la Seine, à mi-chemin et à l'étroit entre Paris et Le Havre. La ville en oubliait sa proximité avec la mer. Jusqu'à ce qu'il débarque. Une vingtaine de navires et de voiliers venus du monde entier, du Mexique, de l'Argentine ou de Russie. Un appel d'air impressionnant et généreux, un vent de liberté dont chacun mesure la force. Et ce sont des Normands, par milliers, qui renouent avec leur passé de vikings. Et ce sont des aventuriers par millions qui rêvent à la vie de ces écumeurs de mer. À bord ou à quai, les marins séduisent les hommes et les femmes. Les hommes d'abord, car le marin est un aventurier épris de liberté et dont les amours passagères font rêver. Quand je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage et vivre entre le ciel et l'eau. J'ai envie d'aller loin d'ici, brûler ma vie dans ces pays où les cargos éventrent les collines, aller de Manille à Cuba, changer le coton en tabac et le tabac. Pendant que les hommes s'inventent des escales à Manille, Cuba ou Papette, les femmes rêvent d'en attraper un marin. Un homme qui les aimera une nuit ou toute une vie. Je cherche un beau mal là-bas, qui m'aimera ce soir, sans jamais me revoir. Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons les îles que les filles à matelot. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Les marins font de bons amants. Font-ils aussi de bons maris? Oui, oui, oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Carlos, l'Argentin, et Isabelle. Fabio, l'Italien, et Véronique. Ronan et Héloïse firent durer et prospérer leurs amours. Quelques mariages pour tant d'idylles. En plus, il arrive. La mer ramène tous les 5 ans ses marins en terre normande et certaines jeunes femmes les attendent, le cœur débordant. Attends, je pleure pas encore, mais ça va pas. Non. Le corps en croix, les bras ouverts, ils arrivent enfin. On vous aime. Marins italiens, argentins ou mexicains, ils débarquent, le cœur ensoleillé et la peau brûlée par le voyage, mais déjà prêts à de nouveaux transports. Il faut dire qu'ils sont fiers, les marins, charmants avec leurs marinières, élégants en uniforme. Ils sont aussi prévenants et galants et bons vivants. Les marins savent bien ce que l'on attend d'eux et ils le donnent bien volontiers. Une dernière danse et puis s'en va. Capitaines, hommes d'équipage et matelots regagnent leur bateau, désertent les quais et le cœur des filles.
la foule se presse, émue et reconnaissante à tous ces navigateurs d'avoir traversé les océans pour venir jusqu'à eux. Michel de Decker, vous qui aimez raconter les histoires d'amour, qu'est-ce que ça vous évoque de voir ces histoires, ces historiettes là? C'est un sujet de roman, ça, non? Oui, tout à fait, mais enfin bon, comment se faire emmener en bateau, si je puis dire. Et puis, j'aurais une pensée encore pour Victor Hugo qui disait « Oh, combien de marins, combien de capitaines ?» et Antoine Blondin le paraphrasait en disant « Oh, combien de maris, combien de gars qui t'aiment ?» Jacques Sylvain, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce genre à propos des précédentes armadas. Je sais que vous en avez fait beaucoup. Quel est votre meilleur souvenir? La première armada. La toute première. Parce qu'elle s'appelait encore les voiles de la liberté. On était en 89. Exactement. J'avais assisté à la réunion de tous ces bateaux à Rouen. Et c'était un spectacle merveilleux. Et je suis allé les attendre à Honfleur. Et là, c'était extraordinaire. Tous les bateaux arrivaient dans le soleil couchant. Le Cuauhtémoc est venu s'amarrer sur les quais de Honfleur. Les marins dans les vergues chantaient. Il y avait une émotion absolument incroyable. Que l'on retrouve quand même à chaque édition. Laurent, un petit mot peut-être, puisque je crois que Greg est avec nous, non? Oui, on a retrouvé Grégory. Alors là, on voit à l'antenne le Thalassa, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'émission de France 3. Mais surtout, Grégory, on le retrouve près d'un bateau qui, quand il est sous voile, a de superbes voiles avec des cimetères dessinés dessus et des poignards. C'est le Shabab Oman. Grégory, vous êtes avec les Omanais, donc. Non, pas du tout. En fait, ce n'est pas du tout raté. le Shabab Oman, c'est bien le Thalassa qui est derrière moi. Par contre, je vous annonce dans quelques minutes l'arrivée du Santa Maria Manuela, le navire portugais notamment, et puis le navire polonais, le Dar Miodziedi, que vous connaissez bien, hein, Laurent. Oui, avec son nom totalement imprononçable. Bah écoutez, on vous retrouve tout à l'heure, peut-être alors, quand vous serez avec l'autre bateau, Magali. Tiens, le Santa Maria Manuela dont Greg parlait à l'instant, c'est un bateau que vous connaissez bien, un très beau bateau, je crois. Hein. Splendide bateau, c'est un ancien moritier, sister ship du Créola, et qui vient d'être remis en circulation, si je puis dire, depuis l'année dernière, puisqu'on l'avait à Saint-Malo. C'est un bateau qui ne dit pas faire du sail training, mais du tourisme culturel, et sur lequel il y a des cabines, qui est remarquable. Il n'y a pas de risque de tomber du haut des vergues parce qu'il n'y a pas de vergue. C'est une goélette à 4 mâts. À ne pas le confondre avec un 4 mâts goélette, ça n'a rien à voir. Donc ce bateau, j'ai eu l'occasion d'embarquer à Dunkerque la semaine dernière et de venir à Rouen avec. Et il y a plein de gens qui repartent maintenant. Ils partent pour la course à Den Helder, puis de Den Helder à Russe, Helsinki, Riga et Szczecin. On va le voir passer dans quelques instants. Je vous propose de découvrir à présent la Normandie, puisque c'est le principe de cette émission Au fil de l'eau. On va vous faire découvrir notre territoire. Alors, on parlait des écrivains tout à l'heure, inspirés par la Seine, mais le long de ce fleuve, de ce fil rouge, de cette liaison entre la basse et la haute Normandie, il y a beaucoup d'abbayes. C'est une des particularités, et la plus prestigieuse est sans doute Jumièges, l'abbaye de Jumièges et ses vestiges. Michel de Decker pourrait en parler longuement. Saviez-vous par exemple que Guillaume le Conquérant, personnage normand s'il en est, personnalité de la Normandie, en 1067, l'année suivant, la fameuse bataille d'Hastings qui lui permet d'entamer sa conquête de l'Angleterre, eh bien Guillaume le Conquérant est venu à Jumièges. Il y a également Saint-Georges de Beaucherville qui est conservé dans un état remarquable, et puis Saint-Vendry-sur-Rançon qui a connu des fortunes bien diverses avant d'être vraiment restauré il y a 80 ans. On va découvrir maintenant un peu plus en détail ces abbayes le long de la Seine. Jumièges, Saint-Vendry, Saint-Georges de Beaucherville, les plus renommées, les plus somptueuses abbayes normandes le long de la Seine. Lieu de légende, leur passé se conjugue à l'histoire de France. Symbole de richesse, leur apparat illustre la puissance normande de l'époque, à l'image de cette église, celle de Saint-Georges de Beaucherville.
Vous rentrez ici maintenant dans une abbatiale du XIIe qui appartenait à la famille des Tancarville. Les Tancarville étaient des compagnons de Guillaume le Conquérant et à ce titre, ils étaient devenus quand même des seigneurs importants. Donc ils ont voulu montrer quand même certainement aussi leur puissance en créant, en bâtissant cette abbatiale qui est ici, qui est longue puisque vous voyez qu'elle fait 66 mètres de long sur 16,5, 17 mètres de large. Jumièges, les plus belles ruines de France selon Victor Hugo. Ici, il ne demeure qu'une seule peinture du IXe siècle, un décor exceptionnel, unique témoin du faste de cette église. Ça donne une idée de la splendeur de cette église, donc avant les incendies provoqués par les Vikings. C'est vraiment presque miraculeux que ce soit parvenu jusqu'à nous. C'est miraculeux parce que je crois que c'est le seul morceau d'enduit de cette époque qu'on ait repéré. Maintenant, tout a été refait à l'époque gothique, donc on n'a plus d'espoir d'en trouver un deuxième. Mais grâce aux nouvelles technologies et à la technique de la réalité augmentée, les historiens sont parvenus à reconstituer ces édifices, et notamment l'église Saint-Pierre. On peut désormais se la représenter telle qu'elle était à l'époque carolingienne, grâce à une tablette. C'est très simple, il suffit de se positionner sur le petit clou que vous avez à l'intérieur du bâtiment, de prendre votre tablette, et vous allez viser, comme sur l'image, avec vos 2 pouces. On relâche, et apparaît donc l'image de l'église telle qu'elle est aujourd'hui. Et grâce à la petite molette qui est juste sous mon pouce, je vais la faire descendre tout doucement et on va voir la reconstitution en 3D de l'église telle qu'elle était au début du IXe siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu finalement proposer la reconstitution des peintures, notamment avec les petits personnages qu'on aperçoit sur les piliers, également les portraits à l'intérieur des médaillons. Et ces médaillons, on peut encore les voir aujourd'hui sur le site de l'église de Saint-Pierre à Jumièges. Comme Rouen, l'abbaye sera détruite par les Vikings lors d'un incendie en mai 841. À l'abandon pendant près d'un siècle, elle sera redécouverte par hasard lors d'une partie de chasse par Guillaume Longuepée, 2e duc de Normandie. C'est au XIe siècle que Jumièges retrouvera toute sa splendeur. On est quand même dans l'église qui a été dédicacée en présence de Guillaume le Conquérant en 1067. Oui, c'est impressionnant. Et à chaque fois que moi je redescends cette nef, j'imagine la foule le jour de la dédicace. Quand on pense que Guillaume revenait d'Angleterre, il avait été couronné. Il était roi d'Angleterre. Il venait de tout juste d'être roi d'Angleterre. Il est rentré, c'est sa première grande cérémonie en Normandie. Là, c'est la première grande réalisation architecturale de l'époque de Guillaume. Ouais. Quand on voit l'élévation de cette nef, c'est quelque chose de très impressionnant. Comme pour beaucoup de monastères, la Révolution sonnera le glas de Jumièges. Mais à leur apogée, au Moyen-Âge, les abbayes normandes ont assuré leur prospérité grâce au commerce fluvial et même international avec les îles anglo-normandes. Certaines pouvaient émettre leur monnaie et, signe de sa puissance, Saint-Vendry, où réside encore une communauté de moines bénédictins, possédait un étonnant patrimoine foncier réparti dans 12 de nos départements actuels. Superbes abbayes le long de la Seine. On a retrouvé Grégory Tellu et il est bien cette fois-ci avec le Shabab Oman. Grégory. Alors je vais vous dire, juste derrière, il y a le Santa Maria Manuela, le navire portugais, et en effet, à côté de moi, il y a le Shabab Oman, le navire du sultanat d'Oman. Oman, c'est ce petit pays au sud de la péninsule d'Arabie, qui est coincé entre les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et ce Shabab Oman, eh bien, il forme les cadets de la marine omanaise, d'où son nom de Shabab Oman, qui veut dire la jeunesse d'Oman. À son bord, 23 marins et 31 cadets. C'est un 3-mâts goélette à coque-bois lancé en 1971 en Écosse. Et je ne sais pas si on peut le voir, si Philippe peut nous montrer les images. On voit donc l'emblème du sultan d'Oman. C'est 2 sabres rouges croisés et un poignard de cérémonie.
Et avec le Ténachieux, c'est l'un des plus grands voiliers en bois qui navigue encore actuellement. Oui, les fameux cimetères que j'évoquais tout à l'heure. Christian, il y a une vraie politique maritime du sultanat d'Oman. Hein. Il lance avec ce Shabab Oman, il y a des équipages dans les régates, même des équipages de femmes. Absolument. Il y a eu une équipe de femmes au SPI cette année, au SPI Ouest France. Il y avait le même équipage de femmes au Tonnerre de Brest l'année dernière. Les gens d'Oman, la marine omanaise a été formée par la marine anglaise. Les officiers envoyés à Sandhurst, ils manœuvrent soit en kilt, soit ils font du drill exactement comme les Anglais. Bateau extrêmement discipliné qui a gagné 3 fois de suite, il faut le dire, le trophée de l'amitié dans nos courses. C'est un champion donc. Pierre, on va revenir aux abbayes si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on évoque ensemble Saint-Vendry. C'est un lieu que vous connaissez bien pour y avoir demeuré. J'y ai habité quelques jours parce qu'il se trouve que j'y ai joué. Il n'y a pas souvent des représentations de théâtre là-bas, mais j'y ai joué une pièce de Jacques Copeau, qui est un grand homme de théâtre de la première moitié du XXe siècle. Et une de ses filles était religieuse. Il a écrit pour elle une pièce qui s'appelle Le Petit Pauvre, et qui est une pièce qui retrace la vie de Saint François d'Assise. Mais aujourd'hui, on ressent quelque chose de particulier quand on joue dans un lieu tel que celui-là. Oui, parce que les lieux le lieu est majestueux. Il y a un silence et il y a une dignité dans les murs. Il y a évidemment aussi une dignité des gens qui y demeurent. Et moi, je demeurais dans une pension qui est sous la responsabilité des moines, dans laquelle n'importe qui peut faire un séjour de retraite, pas nécessairement religieuse, qui peut aussi être une retraite laïque. Et c'est un lieu où on se ressource et c'est magnifique. Et il y a une paix très appréciable. On l'a vu, les abbayes ont inspiré les écrivains, notamment on sait qu'une partie de l'histoire d'Arsène Lupin se joue à Jumièges. C'est aussi Jumièges un lieu d'inspiration pour les peintres, Jacques Sylvain. Oui, c'est vrai. Si la Normandie a été le berceau de l'impressionnisme, elle le doit d'abord aux Anglais qui, dès les années 1820, ont circulé le long de la Seine. Turner a peint à peu près toutes les abbayes normandes et tout le reste de la Normandie avec, mais aussi Bonington et plein d'autres aquarellistes comme Cotman par exemple. Et à la suite de cela, s'est créée une école du paysage française avec à sa tête Corot qui avait fait ses études au collège de Rouen et qui a peint notamment, je viens de la retrouver, une très belle peinture de l'abbaye de Jumièges. On va revenir, si vous le voulez bien, maintenant à nos bateaux, puisqu'ils continuent à passer, on les voit derrière nous. Nous allons embarquer à bord du Mutin. Figurez-vous que c'est le plus ancien navire navigant toujours de la Marine nationale. C'est à l'origine un voilier qui devait pêcher le thon. Il n'a jamais pêché le thon, autant le dire tout de suite, ce bateau. Sauf peut-être à une exception près, le jour où il a embarqué d'anciens pêcheurs de l'Île-Dieu pour une partie de pêche assez exceptionnelle. Ce jour-là, toute perche dehors, le Mutin a repris des allures de tonnier, semblables à ceux des années 40 qui jadis quittaient l'île avec 6 hommes à bord pour une marée de 2 à 3 semaines. Déjà la blanche étoile guide nos Dans la joie et la bonne humeur, les pêcheurs mettent un peu d'ordre dans leurs lignes et leurs souvenirs. Pas de pagaillou avec nous. Pas de pression commerciale, non, mais quand même. Une question d'honneur, ils ne reviendront pas sur l'île avant d'avoir pris un thon. Rapidement, les gestes reviennent, les longueurs, les réglages. Désormais, les lignes traînantes sont à poste, 5 sur chaque perche, 2 à l'arrière, un hameçon par ligne, il n'y a plus qu'à. La traquette, on l'avait. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Commencez par ressembler aux deux autres, et puis... Hop là, regarde là, ils sont là, les dans la meuse. Soudain, plus rien n'existe que ce thon, ce premier thon, qui rompt le silence et le calme du bord, fait mentir la malchance et réchauffe les cœurs. Et à ce titre, le premier thon ne passe jamais en cale, mais va directement dans l'assiette.
calme. Ah, tu le tues comme ça pour que le taper, comme ça il... La chair est, ouais, la chair ferme, est quoi. plus ferme, ouais. Bon, Il se contracte bien. Allez, on est ça y est, alors, l'honneur est sauve. Bon, je vais finir de me raser. Oui. Super, mec. Désormais, plus rien ne sera pareil à bord. À coup sûr, le premier ton en appellera d'autres. Les anciens en sont sûrs et ont déjà rajeuni de 20 ans. Les gars du mutin découvrent le frisson du pêcheur qui remonte son germont vivant. Voiles et lignes filent au vent. Les marins sont heureux. Ouais. Je m'en fous de partout. Allez, j'en mets ça aux professionnels devant. Ouais, bah ouais, mes arrière-grands-parents avaient des bateaux comme ça, gros, quoi. Et du coup, retour aux sources, quoi, c'était bien. Vraiment. J'ai pris un petit film, là, avec mon truc, comme mon père va voir ça. Faut être content aussi. Non, ça fait chaud au cœur, c'est cool. Ouais, quand tu fais que ça. Il y en a un autre. Sergio. J'en ai un. Grand-père, ça va. Grand-père, ça va. Loin d'être en reste, le commandant tient aussi à remonter son poisson. Mais si le principe est simple, la technique l'est un peu moins. Suivez-moi, ensuite les avant-bras. Voilà. 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 Tu mec est bonhomme primo, qu'est-ce que tu gaffes là? Ça y est, il est bloqué. Non, laissez-moi sortir. C'est bravo, t'as marré. Ça va? Il est rendu? Bon, c'est pas... On n'a pas encore, ça va peut-être venir. Regarde ça, de toute beauté. Bravo. Merci les gars. J'enlève la tripe. Le pays les gars. Il y a le cœur. J'ai enlevé la tripe. Et alors? C'est bon? C'est comme les Indiens, ils mangent le foie de ses ennemis. C'est particulier. C'est salé, c'est un petit goût salé. Un petit goût iodé, c'est bon. Ouais. C'est riche en vitamines. Si manger un cœur de thon encore battant fait partie des rituels, les anciens ne manquent pas pour autant d'idées pour le cuisiner à bord. Salade de thon cru à l'huile d'olive, thon cuit au citron vert, pâté de thon. Les recettes se sont succédées sur le pont du Mutin, comme elles se sont transmises dans les familles de l'île depuis plusieurs générations. À bord de ce thonier à voile nommé Mutin, les marins d'un équipage unique en son genre garderont longtemps le souvenir d'une marée au thon, à nul autre pareil. Voilà, ambiance virile hein, à bord du Mutin, mais c'était ça aussi la vie à bord des thoniers dans les années passées quand ils partaient à la pêche au thon sur ce genre de bateau. On va retrouver maintenant, alors que sont passés derrière nous le Chababoman, le Santa Maria Manuela et que s'avance la Marie-Madeleine, on va retrouver un lieu extrêmement déroutant qui n'est plus vraiment la terre mais pas encore la mer et plus vraiment le fleuve non plus. C'est le Marais Vernier qui est juste derrière nous là-bas. 4500 hectares de terres agricoles et de prairies humides, prairies maritimes, en tout cas avec une faune très riche que vous allez découvrir maintenant. La laine de la nuit recouvre encore l'eau dormante. Le marais est hors de notre temps.
L'eau. L'eau est à l'origine de tout ici. Des volutes de brume chevauchées d'oiseaux, jusqu'à ce sol noir et souvent noyé, et qui respire ces milliers d'années. Entassée sur une dizaine de mètres, la tourbe. L'eau a conservé sans le transformer le carbone des plantes. Dans la tourbe, il n'y a que la matière organique, pas de sels minéraux. Pour les plantes, la tourbe est un sol pauvre. Tout s'organise autour d'un sol particulier, spécifique. Des espèces qui ont besoin de peu de minéraux. Ça va jusqu'à parfois des espèces carnivores qui, n'ayant pas assez de minéraux dans le sol, de nourriture, vont chercher la nourriture ailleurs par le piégeage d'insectes. L'orchidée des marais pousse tranquillement par ici. Une collection unique de végétaux, d'animaux l'accompagne. Chacun sa niche et ses ressources. Un univers de prairies très humide qu'entretient avec une nonchalance poilue et depuis 20 ans, une famille de bovins Highland. L'eau est à l'origine de tout. Au temps géologique, la Seine était furieuse et vagabonde et coulait ici. Elle a creusé un gigantesque cirque dans la craie, puis s'est répandue çà et là, des millénaires durant. Maintenant endiguée, non loin de là, sous le pont de Tancarville, assagie, elle a laissé le marais comme souvenir de sa jeunesse. De Quillebeuf en Normandie, les travaux d'assèchement et d'irrigation du marais Vernier qui compte... Ce marais improductif, quelques hommes ne l'aimaient pas. À la fin de la guerre, avec les milliards du plan Marshall, on a souhaité l'assécher. Des années de travaux, des canaux, des digues et des communiqués triomphants. On compte que d'ici 2 ans, le marais Vernier complètement asséché aura bien mérité son nom de Zuiderzee français. Le résultat, le voilà. La nature a repris ses droits. La roselière est redevenue impénétrable. L'eau a été la plus forte. Un déséquilibre cependant a été créé. La Grand-Mare, l'étang au cœur du marais, a tendance à se combler depuis 10 ans. Le parc des Boucles de la Seine, allié à la Fédération des chasseurs, le cure avec succès. L'argent public sauve ce qu'un autre argent public, 30 ans plus tôt, avait tenté de détruire. L'objectif, c'est d'évacuer environ 70 000 m3 de sédiments, de vases, pour redonner de la profondeur au plan d'eau. Redonner de la profondeur, redonner de l'eau, de la lame d'eau, de la hauteur d'eau, ce qui va être bénéfique pour rendre les fonctionnalités écologiques au plan d'eau. Une réserve naturelle est donc constituée, un équilibre entretenu par les hommes. On le visite avec précaution au sein d'un habitat enraciné qui paraît suspendu, comme lui aussi flottant sur le temps. Parcelle de culture forte, aux traditions anciennes et têtues, ici l'esprit de l'eau a saisi celui des hommes. Retour en face du marais Vernier, sous le pont de Tancarville pour cette Armada 2013, cette grande parade de la Seine. Et on va retrouver Grégory qui est avec l'hyper méga super chouchou du public, le bateau mexicain, le Cuauhtémoc. Ouais, magnifique navire mexicain. Et pourquoi c'est le chouchou du public? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le plus fidèle puisqu'il a participé à toutes les armadas de Rouen. Et puis la deuxième raison, eh bien c'est ça. Ce sont les parades et ces marins debout sur les vergues qui entonnent des chants. Et c'est une tradition dans la marine mexicaine. En temps de guerre, c'était une façon de montrer eh bien tout simplement qu'ils étaient pacifiques. Alors la parade, vous le voyez, ça nécessite 40 hommes par mât à peu près. Et moi, ce qui me frappe, vous allez le voir peut-être, et je ne sais pas si Philippe peut arriver à capter l'image, c'est le gigantisme du drapeau mexicain à la poupe. C'est vraiment magnifique. Et rien que son port d'attache est une invitation au voyage puisque c'est Acapulco. Et juste une dernière précision, eh bien ce bateau, il a battu lors de cette édition 2013 eh bien son record du nombre de visiteurs, à peu près 150 000. Eh bien 150 000, c'est tout simplement la population du Havre.
Oui, il avait fait 28 000 lors de la précédente armada, 28 000 visites en une journée. Les marins du Cuauhtémoc n'en revenaient pas. Le Cuauhtémoc bat des records à chaque venue, de toute façon, à l'Armada. Il faut vous dire aussi qu'il y a une sorte de petite compétition entre les équipages pour savoir qui accueillera au mieux le public. Et à ce jeu-là, évidemment, c'est ce bateau qui gagne. Mais c'est un véritable état d'esprit que cultive tout l'équipage. On va regarder ce reportage. Si le Cuauhtémoc a tant de succès, c'est aussi grâce à ses parades spectaculaires. Défiler en haut des mâts, les marins mexicains le font depuis plusieurs siècles. En temps de guerre, c'était une façon de montrer qu'ils étaient pacifiques, comme on pourrait brandir un drapeau blanc à l'approche des côtes. Évidemment, cette pratique périlleuse ne s'improvise pas. Les marins doivent suivre une préparation physique et mentale pour grimper en haut des mâts. Ils doivent pouvoir faire face à toute éventualité durant ces manœuvres très périlleuses. Tous sont harnachés, mais leur meilleure assurance, c'est la pratique. En fait, je me suis habitué à tout, au vent, à la pluie, au mouvement, pour que ça se passe le mieux possible là-haut. Et est-ce que c'est plus facile avec de la musique? Oui, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus joyeux. On y va avec encore plus d'envie, d'enthousiasme. La musique pour donner du cœur à l'ouvrage, c'est le credo du Cuauhtémoc. Il accorde ses notes latines au rythme des navigations. Normalement, quand on est dans un port, on a de la musique tout le temps. Quand on navigue, c'est seulement à certaines périodes, notamment l'après-midi, quand on fait du sport. À chaque activité, son style musical. Pour cette partie de Turco Sesto, un jeu traditionnel mexicain, il faut que ça déménage. C'est pas toujours la même musique. Quand on fait du sport, on va pas écouter de la musique d'ambiance. En fait, on choisit la musique en fonction de nos activités. Pour la parade dimanche, on peut déjà vous annoncer de la musique traditionnelle provenant de toutes les régions mexicaines. Alors, il y a toujours de la musique à bord de ce Cuauhtémoc qui arrive derrière nous. Sachez que le bateau est parti ce matin de Rouen. Il y a donc 6 heures qu'ils sont en navigation. Ça fait donc 6 heures que tous les marins du Cuauhtémoc sont hissés dans les vergues pour proposer ce très joli spectacle aux nombreux spectateurs qui sont amassés le long de la Seine. Alors la Seine, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était un fleuve très dangereux jusque dans les années 60. On l'a évoqué avec la mort de la fille de Victor Hugo. Ce fleuve, eh bien, sur ce fleuve, pardon, il y avait un phénomène qu'on appelait le mascaret, une grande vague qui remontait tout l'estuaire. C'était un véritable spectacle pour les riverains. On va regarder. La Seine n'est pas un long fleuve tranquille. 4 fois par jour, l'onde de marée remonte et descend son lit et inverse le courant. Cette grande respiration du fleuve est la cause de phénomènes curieux comme le mascaret. En ce temps-là, le fleuve était peu profond, son lit capricieux. Un grand spectacle se préparait. La Seine jouait sa sauvage. Un spectacle naturel d'une vague unique mais puissante qui attire sa ration de curieux et ne les déçoit pas. Le mascaret joue à bureau fermé pour chaque équinoxe. On était émus devant, quand même. Oh, on avait une certaine émotion devant le fait. Ici, c'était vraiment le pôle d'attraction parce que vous aviez la cale aux moules qu'on voit derrière nous et l'eau du mascaret, la vague, montait sur cette cale et éclatait sur un mur qui est disparu maintenant. Et ça faisait une très 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 grande vague de 4-5 mètres de hauteur et c'était très spectaculaire. Et 2 fois par an, c'était la fête au village. On venait quelquefois de loin et à pied pour se faire rincer.
le Mascaret a fait de la résistance. C'est-à-dire que lorsque les Allemands venaient voir le phénomène, bien entendu, il n'y avait aucun code-becquet qui leur disait, surtout, vous approchez pas, il y a danger. Personne, bien sûr, leur disait. Mais il est arrivé une fois, effectivement, des Allemands sont fait emporter, dont un officier supérieur, qui venait voir le Mascaret, et il a obligé des hommes à lui à plonger dans l'eau pour essayer de le secourir. Et en fait, c'est un code-becquet qui l'a secouru. Ces images d'amateurs en couleur témoignent des dernières années du Mascaret. Car lentement, le phénomène s'est atténué. Le cours d'eau, farouche, est devenu un chenal, un grand canal. Quand on a dit on n'aura plus de Mascaret, hein, je suis sûr que ça ne nous a pas pénible, quand même. Parce qu'on est habitué. Hein. La Seine a été creusée et les berges endiguées. Le fleuve a donc commencé une seconde vie plus calme. Elle se consacre au transport de navires lourds. Mais quelquefois, aux grandes marées et de nos jours, on sent que le fleuve se rappelle sa jeunesse. On ne l'appelle plus Mascaret, on dit plus sobrement le flot, et sur les quais, on le craint. Le voilà d'ailleurs, quasi invisible. Je pense que ça va bouger. Mais s'il n'a plus le panache de son ancêtre, le flot a gardé de la force. Ainsi, cet imposant céréalier de 30 000 tonnes recule-t-il sous son assaut. Pourtant, le grand navire battait machine en avant toute. La Seine est vivant. Et voilà le célèbre Cuauhtémoc qui passe derrière nous. Christian, ce bateau, il vous fait vibrer, je le vois. Absolument, à plusieurs égards. La première chose, ceux qui sont sous le pont de Tancarville ont pu regarder que le tirant d'air du bateau est tel que le haut du mât a dû passer à 1 mètre, 1,50 m du tablier du pont. C'est déjà très impressionnant. D'autre part, vous voyez qu'être de quart sur le bateau, quand on est dans les vergues, c'est quand même très difficile. Et les relèves de quart, quand on est à 35 mètres du pont du bateau, c'est quelque chose qui n'est pas commode. On a beaucoup de respect pour ce bateau-là, qui est le bateau phare de la flotte de la marine mexicaine et qui fait régulièrement des tours du monde. Et on a vu cette super figure de proue là, figure et statue de Cuauhtémoc qui a donné son nom au bateau, qui est le dernier empereur aztèque. Exactement. On va aussi saluer nos amis du Marité qui est juste derrière le Cuauhtémoc. On sait qu'ils nous regardent à bord du Marité. Le Marité, c'est un petit peu notre fierté puisque c'est un bateau entièrement haut et bas normand. On leur fait un coucou et puis on va revenir à notre Mascaret. Jacques-Sylvain Klein, c'est un phénomène que vous avez eu l'occasion, étant enfant, d'observer avec votre famille, c'est bien ça? Oui, quand j'étais gosse, mon père m'emmenait à Côte-Bec pour assister à ces deux vagues montantes et descendantes qui se rencontraient à cet endroit-là, avec une énorme gerbe qui se créait. On n'a plus du tout aujourd'hui l'idée que la Seine ait pu être sauvage, et pourtant elle l'était. Et quand on voit par exemple le tableau de Turner, l'estuaire à Quillebeuf, on voit cette énorme gerbe qui est aujourd'hui passée complètement d'époque. Michel de Decker, les méandres de la Seine, les fameuses boucles, alors ça incite à la langueur, à la paresse, mais ça ne convenait pas à tout le monde. Je crois que Napoléon, ça ne lui plaisait pas beaucoup, oui, vrai, tout ça. Napoléon avait l'intention de tracer une ligne droite, c'est-à-dire de supprimer tous les méandres. Mais on parlait du Mascaret à Quillebeuf. Alors, allons savoir, mais savez-vous que dans une nuit de décembre de 1790, un merveilleux bateau qui s'appelait le Télémaque sombre dans la Seine à Quillebeuf. Est-ce l'effet du Mascaret? Ce Télémaque, on ne l'a jamais retrouvé, et l'on sait qu'il transportait toute la fortune privée du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Les dernières fouilles ont lieu en 1939, donc ce bateau et sa fortune existent encore quelque part, avis aux chercheurs. À l'image, on voit le Marité, le bateau que l'on évoquait à l'instant, le bateau normand. On va retrouver Greg qui est au plus près du bateau. Grégory, vous êtes près du Marité? Oui,
Oui, exactement, je suis à tribord du Marité. Alors le Marité, vous le savez, hein, vous l'avez rappelé Magali, il a été construit au début des années 20 à Fécamp. Il a longtemps opéré du côté de Terre-Neuve. Grégory, il a été construit il y a 90 ans, à quelques jours près. Exactement. Il est de 1923. Il est de 1923 exactement, ça fait 90 ans et il a longtemps opéré bien sûr sur les bancs de Terre-Neuve du côté du Canada. Il a eu une histoire un petit peu mouvementée, il est passé par Rouen et désormais il est dans la Manche. Je suis sûr Laurent que vous allez pouvoir nous en dire plus. Oui, on voudrait les saluer les gens du Marité, son capitaine Mathieu Alluin, Thierry Motte, Jérémy, Vincent et tous les matelots du bord, puisque je sais qu'il y a un écran géant, ils ont fait les choses en grand, à bord du Marité, qui sont en train de regarder... nous saluer. Ouais, tout à fait. Ça y est, nous salue, c'est beau. Voilà, et image superbe donc du Marité qui passe sous le pont de Tancarville à quelques mètres de nous, Christian. Oui, c'est un bateau absolument splendide qui a eu de très vilaines histoires. Il a été de plusieurs nations, il a été norvégien quand Rouen l'a fait venir il y a quelques années. Il était suédois, on a transféré le pavillon. Il a eu des malheurs, on s'est aperçu qu'il y avait des tas d'ennuis. Il a été à Cherbourg dans la cale des pêcheurs, puis à Saint-Valahougue où il a été complètement réparé. Et maintenant c'est vraiment un nouveau Marité. Changement de gréement, c'est devenu un 3-mâts goélette. Et c'est un magnifique bateau qui est basé à Granville et avec lequel on espère embarquer beaucoup de gens. Et on sait que le Conseil général de la Manche fait tout pour qu'il puisse un jour revoir Terre-Neuve. Et retourner sur les grands bancs, oui. Exactement. En allant d'abord, en passant par Chauzet. On va le garder un petit peu ce bel archipel, avant d'envoyer Terre-Neuve. Ce bel archipel de Chauzet. C'est vrai qu'on a une place de choix là pour voir tous ces bateaux qui passent. Pierre, vous avez eu l'occasion à lors d'autres des éditions de voir tous ces bateaux passer à Duclair. Vous êtes du coin, vous, bien sûr. Voilà, c'était en 94, effectivement de la famille à Duclair, et bon, c'est une réunion familiale et amicale. Il y a beaucoup de gens le long des routes, et c'est un moment de fraternité, et c'est toujours très agréable. Ça paraît un petit peu anodin comme ça, mais le salut des marins, et je me souviens en particulier... Ils sont en train de nous saluer là, exactement. Voilà, le Marité, ils sont les cloches, les cornes de brume, tout dessus. Hein. Ils nous ont entendu parler d'eux. Du monde dans les vergues aussi. Pierre. Oui, je me souviens entre autres de l'année où j'y étais, il y avait un bateau de guerre russe et ça faisait que quelques années que le rideau de fer était tombé et donc les marins russes nous saluaient depuis le bateau et nous sur les berges et c'était très émouvant, quoi. Il y avait un vent de liberté, c'était une époque où on attendait beaucoup de cette tombée du mur. Bon, on voit qu'en Russie tout s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, mais à ce moment-là on le savait pas et c'était... un moment de joie et d'ouverture et de partage, c'était un moment très heureux. Nous vivons là la 6e édition de l'Armada, la 6e édition des temps modernes, j'ai envie de dire, parce que la toute première Armada, Michel de Decker, elle a eu lieu il y a très très longtemps, c'était les Vikings. Mais oui, et puis je pense qu'on ne se précipitait pas sur les rives pour le voir, cette Armada. Ah non, on fuyait. Oui, ça c'est sûr. Les Vikings, on l'a vu, ont brûlé toutes les abbayes, et néanmoins, ça va durer jusqu'en 911, cette affaire-là, et ils vont tout reconstruire parce que le roi de France leur donne une grande partie de la Normandie en disant « il faut quitter vos dieux barbares et adopter notre Dieu à nous ». Donc ils vont absolument tout reconstruire, Jumièges, Saint-Vendry, tout sera refait à neuf. On va voir Greg, oui, avec le Stade Amsterdam. Exactement, avec le voilier néerlandais, c'est ce 3 mâts carré long de 76 mètres. Il a été construit donc à Amsterdam dans la plus pure tradition des clippers des années 1850-1860. Il est donc très rapide et il propose désormais des croisières. Et pour information, il a plus de 2000 mètres carrés de voile. Lui aussi est très impressionnant dans la flotte des bateaux de l'Armada. Très vite, Michel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on évoquait les Vikings. Ce sont les Vikings qui ont donné son nom à notre territoire, la Normandie, et puis qui ont aussi laissé des mots dans le vocabulaire lié à la mer. Maritime, en effet. Bâbord, tribord. Bâbord, tribord, esquif, auban, carlingue, etc. Et même les poissons, comme le crabe, comme le colin, tout ça, ce sont des mots vikings. Et même en Normandie, ici où nous sommes, la plupart dans la toponymie, tous les noms viennent du viking, comme tous les noms en to, Yvetot, Cricto, to, c'est le domaine. Fleur, c'est le fjord. Marteau. Oui, c'est un village de Marthe. Absolument. Les fleurs, c'est le fjord. Tous les noms sont vikings. Michel, je vous interromps, messieurs. On va devoir s'interrompre parce que l'autre passion française, c'est les courses, vous le savez. Et le prix de Diane se déroule cet après-midi à Chantilly. Nous allons le suivre en direct et nous vous retrouvons à 16h10. À tout à l'heure.